Christine Mathieu, je suis péricultrice et je dirige une structure d'accueil de jeunes enfants dans le département. Et je suis également présidente de l'association des responsables de structure du département. Donc cet après-midi, c'est la suite de notre débat de ce matin. Et comme nous avons vu tous ensemble, le besoin et la nécessité pour un enfant de s'inscrire dans la société, et devenir un adulte structuré, confiant en lui et envers les autres, passe par, alors on pourra peut-être débattre du terme, par l'apprentissage ou le vécu de la nécessité des limites posées aussi bien dans le cadre familial que dans le cadre institutionnel. Cet après-midi, nous abordons le thème « Comment donner des interdits qui structurent ». Voilà, moi je suis très heureuse d'être parmi vous, bien que ce soit une région que je ne connais pas. Moi j'habite actuellement à Dijon et j'ai exercé pendant très longtemps en région parisienne, en Seine-Saint-Denis, le 9-3 comme on dit là-bas. Effectivement dans des crèches collectives, PMI, avec des assistantes maternelles. Et je dis souvent que quand j'interviens comme ça dans des colloques ou des journées d'études, je trouve que j'apprends moi aussi des choses en écoutant les questions et tout. Et surtout dans ces moments importants de mouvance, je crois qu'on a tous à réfléchir et à jamais camper sur nos certitudes. Tout ce que je vais dire là, c'est un peu le travail, c'est pas une pensée qui vient comme ça de moi, c'est un travail fait avec d'autres collègues, avec des professionnels aussi de la petite enfance, et au sein de notre association, Association nationale psychologue pour la petite enfance. Donc en petite introduction, j'ai envie de citer des propos de Sylviane Giampino, qui a été citée ce matin, qui est auteure de, entre autres, 2 ouvrages, Les mères qui travaillent sont-elles coupables? Donc s'il y a des parents ici, dépêchez-vous de le lire, c'est une bouffée d'air frais. Et puis sinon, plus récemment, avec Catherine Vidal, Nos enfants sous haute surveillance, évaluation, dépistage et médicaments. Un petit peu tout ce qui se passe actuellement sur la traque, on va dire, un peu comme ça, aux enfants qui ne vont pas complètement droit. Donc je vais citer ces propos parce que je ne saurais pas mieux dire qu'elle, et je trouve ça important pour nous aider à réfléchir sur ce comment. Je ne dirai pas tout le temps comment on fait, mais ça donne une idée, une posture, et un contexte aussi. J'aime bien ce que M. Victor Samy a dit ce matin, un contexte sociétal, il faut savoir dans quoi on est. Donc je la cite, c'est issu de plusieurs, c'est des petits bouts un peu issus de plusieurs ouvrages ou articles. Aujourd'hui, on s'occupe des tout-petits comme s'ils étaient des grands, parce que c'est pour leur bien, plus tard. On trouve de plus en plus des techniques et méthodes qui ont le vent en poupe, qui prétendent développer chez l'enfant les habiletés sociales, le contrôle des émotions. Ces conditionnements et formatages trouvent leur justification dans ce « sinon il va plus tard ». Ce sont des systèmes de pensée courte, prêts à consommer, guides de bonnes pratiques, grilles d'action avec valise pédagogique. Ça a l'air simple, efficient, rassurant. Mais derrière ces outils présentés comme performants apparaît l'idée que le petit enfant est un petit animal aux pulsions sauvages à domestiquer. Ici, l'humanisation est conçue comme de la domestication, la fabrication d'enfants réglés auxquels on donne de bonnes habitudes. Allez bien, ça s'apprend, donc ça s'enseigne, donc ça s'entraîne. De même, être un bon parent ou un professionnel adaptatif, ça s'apprend, il suffit d'être formé à l'application de bons outils et méthodes que des études scientifiques ont mis au point. Mais pourquoi a-t-on besoin de ces méthodes et produits standardisés? Pourquoi est-on si pressé de formater les modalités des relations sociales des petits-enfants? De quoi notre monde se garde-t-il? Faut-il avoir peur de nos enfants? Et je reprends là un excellent ouvrage dirigé par Gérard Niran. Alors, attention, toutes les pratiques qui consistent à inculquer trop tôt et avec des moyens trop collectifs, des attitudes, des façons de se comporter sont contradictoires avec l'assurance que l'enfant recherche de sa propre expression et sensibilité. Quand on apprend trop tôt à l'enfant des attitudes, je pèse mes mots, il s'agit de conditionnement
L'enfant fera peut-être ce qu'on lui demande, mais sans passer par des tâtonnements, expériences en essai et erreur, qui rendent pensables ces acquisitions. Ce qui est préoccupant aujourd'hui, ce n'est pas tant comment on élève les enfants, que les états internes des personnes qui s'occupent des petits. Aujourd'hui, les enfants sont portés par des adultes anxieux du futur et du monde. On peut le comprendre. Et ces adultes sont le plus souvent repliés sur les enfants et la peur des différences et du nouveau. Les enfants n'en peuvent plus d'être propulsés en avant dans des pressions de rapidité et d'efficience immédiate en contraste avec des normes de surprotection. Les tout-petits, au contraire, cherchent le contact avec des bords souples de la sécurité, avec des adultes invitant ou aspirant à grandir. Les enfants sont dans une pulsion d'expansion. J'aime beaucoup ce terme, pulsion d'expansion. L'enfant doit être guidé dans sa recherche de circuits longs, donc pas les cours que je décrivais un petit peu avant, et soutenu par des créations et des sublimations qui rendront acceptables ses expériences, ses demandes, ses désirs. Encore faut-il, pour cela, qu'il soit en présence d'adultes et d'environnements qui ne fonctionnent pas sur des circuits courts, les circuits de rapidité, l'efficacité immédiate. Elle dit aussi quelque chose de très important. Il y a une éthique du grandir chez l'enfant qui passe par le vécu du manque. Le manque est le lot de chacun. On ne peut pas tout, on ne doit pas tout, et l'autre non plus. C'est parce que les parents vont lâcher sur le fantasme tout-puissant de l'enfant prêt maintenant pour plus tard, et lâchent aussi sur le bébé idéal nouvellement modélisé, que les enfants pourront saisir dans les liens de quoi se hisser et dépasser les crises, les ruptures, les paniques, les régressions agressives, les agressions oppressives, etc., etc., avec la sécurisation parentale. Mais comment cette sécurisation parentale pourrait-elle se sécuriser elle-même si de partout autour d'eux, on pense qu'il faut faire tout maintenant? Je rajouterai aussi donc quelle est la part de responsabilité de notre société actuelle mondialisée où les mots rentabilité, évaluation, réussite, efficacité, rapidité ont envahi la sphère de l'humanité. Alors j'avais écrit, et ce matin Victor Salou a repris ces termes, c'était amusant, humaniser, civiliser. Moi c'est ça qui donne le sens aux interdits. Donc, sachant regarder et écouter les enfants pour ce qu'ils sont, des enfants, des petits enfants, qui ne sont pas des adultes en miniature et qui ont besoin donc des adultes pour se construire. Les tout-petits ont besoin de soins et d'attention individualisée qui vont leur assurer une sécurité interne et ils ont par ailleurs besoin d'autorité, c'est-à-dire une autorité bienveillante, non autoritariste, pour les aider à accéder à une réelle liberté. On viendra sur... On en a un peu parlé ce matin, je trouvais que c'était intéressant, autorité et liberté. Alors je voudrais juste dire quelque chose sur le mot limite. Le sens, ça vient du latin limen, ce qui veut dire seuil. Le seuil, la limite, c'est dans un entre-deux, entre dedans et dehors, entre soi et les autres. C'est important d'avoir cette notion à l'esprit, que la limite renvoie à un je, à un tu et à un nous. La limite se vit dans l'interrelation. C'est aussi la délimitation de territoire, celui de l'enfant, celui de l'adulte. D'où l'importance de ne pas franchir certaines limites dans les relations avec les enfants. Alors un petit rappel sur le développement de l'enfant. Au début, il est encore trop petit pour reconnaître l'autre comme son semblable. Je vais très vite, son développement. Mais il ne peut pas intérioriser d'emblée les arguments ou les explications qui pourraient lui être données. L'enfant, en fait, il a expérimenté sa capacité d'être seul, comme le dit Winnicott, c'est-à-dire faire l'expérience de sa vie personnelle interne, et ce n'est pas simple. Le tout petit ne sait pas encore ce qu'est le lien social. C'est après qu'il va l'apprendre. Son mode d'être au monde est sur le mode de la pulsion d'expansion, parce qu'il s'intéresse au monde environnant. Vous voyez, ces petits bébés, ils sont curieux de tout, ils y vont. Et en même temps, très tôt, il redoute le talion, œil pour œil, dent pour dent.
Par exemple, ça on le voit beaucoup en crèche, enfin, je l'ai observé, moi, l'enfant ou un objet mordu peut être vécu comme un objet qui va le dévorer en retour, surtout si la réponse de l'adulte serait de le mordre en retour. Donc c'est important de connaître ces développements, ces processus de développement, parce que en fait, c'est la curiosité fondamentale d'aller à la rencontre de l'autre qui meut l'enfant, qui le fait aller. Et en même temps, il fonctionne un peu comme nos ancêtres de la préhistoire, où régnait la loi de la jungle, et où pour survivre, il ne fallait pas tomber sur plus fort que soi. C'est pourquoi nos attitudes d'adultes qui viennent démentir le primat de cette loi de la jungle, en ne mordant pas en retour par exemple, va permettre d'humaniser, de civiliser ces pulsions, parfois destructrices, ces peurs, ces excitations qui le débordent. C'est pourquoi encore l'intervention de l'adulte ne doit pas être dans l'arbitraire. On entend souvent allez, fais-moi. Non, dans l'arbitraire, c'est mon bon plaisir, c'est moi qui dis. Ou la séduction, fais-moi plaisir. Il faut que ce soit une intervention qui fasse autorité, on va y revenir. Alors, je vais donner quelques petits exemples justement de réactions que l'enfant a vis-à-vis de l'autorité. On en a donné quelques-unes ce matin. Avant, je voudrais juste réinsister sur ce mot interdire, mais Victor Sanou l'a dit déjà. Interdire, c'est un dit entre les sujets. Interdire. Donc l'enfant, il a plusieurs défenses contre l'interdit. Alors, il y a le déni. Alors, je prends l'exemple, l'enfant on lui dit « ne monte pas sur la table ». On parle d'enfant un peu plus grand là. Hein. L'enfant sourit, vous regarde, et il commence son escalade imprudente. La table est haute. Il fait le sourd. Et pourquoi? En fait, cela lui permet de satisfaire son envie motrice, d'y aller, et en même temps, ça le protège des émotions qui pourraient surgir s'il respectait cet interdit. Les émotions, par exemple, ça pourrait être de le mettre en colère. Ou bien, il voudrait attaquer la personne qui lui inflige cette restriction à sa toute-puissance. Et par le déni, comme il fait comme si, il évite tout cela. C'est une des réactions possibles. Il y a aussi la lutte tenace. Alors, il va faire mine de monter sur la table, ou il va y aller dès que vous avez le dos tourné. En faisant cela, en fait, il mesure la détermination de l'adulte à faire respecter sa parole. Il prouve la solidité de son monde interne à la solidité de l'autre. Et souvent, dans le non, l'enfant cherche aussi à ne pas perdre la face vis-à-vis de lui-même. On disait ce matin aussi, hein, il va obéir quand lui se sent prêt à obéir. Mais c'est aussi effectivement dire non. Souvent, il va vous dire non, et puis quelques instants après, il fait oui, il le fait. Il faut juste un temps. Il y a également l'enfant qui va se punir lui-même. Donc il commence un peu à intérioriser progressivement les interdits. Par exemple, un enfant qui va prendre le jeu d'un autre, l'adulte intervient, interdit, et dans ce cas-là, l'enfant va finalement renoncer à son rapt, hein, il ne va pas prendre le jeu, mais il va venir vers l'adulte et il va dire « Bobo » en montrant sa main, celle qui voulait prendre, et celle qui pense devoir être punie finalement. Mais si l'adulte, en instaurant un autre ordre que la loi du talion, c'est-à-dire la loi du talion en ne frappant pas en retour sur sa main, va permettre à l'enfant de faire l'expérience du maintien de son intégrité corporelle et par là même de pouvoir aussi, plus tard, respecter l'intégrité de l'autre. Ce sont des petites choses qui aident l'enfant à se situer. Donc vos paroles, vos actes, quand ils sont justes, ont du poids et finissent par prendre sens. L'enfant qui est soumis à des décharges pulsionnelles à répétition, je pense là à des enfants pour qui, ça j'ai vu beaucoup en crèche, le jeu entraîne une hyper-excitation. Ils sont dans le jeu et puis ils s'excitent. Et au fait, ça finit par s'avérer menaçant parce qu'ils finissent par passer à l'acte sur un autre, ils tapent, etc. En fait, c'est parce qu'ils sont débordés intérieurement. Donc là, dans ces cas-là, effectivement, on l'a dit ce matin, un stop ferme et contenant en même temps, pas un stop de colère, mais qui contienne, ça va lui permettre effectivement de s'arrêter, hein, souvent, et de se structurer aussi psychiquement. C'est-à-dire de renoncer, c'est ça qui est difficile, renoncer au plaisir sans limite, de faire ce qui bon lui semble. Et en fait, cette renonciation à un plaisir sans limite, en fait, c'est un gain d'autonomie pour plus tard. Alors, il y a des enfants qui transgressent beaucoup.
Alors la transgression, on aura peut-être l'occasion d'en parler. En fait, à ces âges précoces, ce n'est pas de la désobéissance. Hein. C'est souvent les transgressions, elles sont un peu nécessaires, pendant un temps, hein, bien sûr, parce que ça sert à l'enfant à mesurer la fiabilité de l'autre, jusqu'où il peut aller. Et puis je rajouterais, il y a aussi des enfants qui vont transgresser moins que d'autres. Ça, on se pose quelquefois moins la question du pourquoi. Mais souvent, moi j'ai observé que ce sont des enfants qui ont comme s'ils avaient peur de perdre l'estime de l'autre. Surtout quand on lui a dit « Allez, fais-moi plaisir » ou au contraire « T'es méchant, je t'aime plus ». Et donc c'est des enfants qui deviennent un peu trop sages et qui sont peut-être parce qu'ils ont peur de leur... parce qu'ils supposent de leur pouvoir sur l'autre. Hein. C'est pas forcément qu'ils ont le pouvoir, mais ils supposent avoir un pouvoir. Et ils ont peur de ça. Donc ils vont s'encoquiller, ils vont se mettre en retrait, dociles, et ils ne bougent pas, ils sont inhibés du corps et de la parole. Enfin, ça, je l'ai observé dans plusieurs situations d'enfants comme ça, inhibés. Donc on voit bien, en tout cas, dans tout ce que je dis très rapidement, comment ce travail de construction psychique des tout-petits est délicat. Il va devoir se faire au fur et à mesure qu'il grandit. Il va interroger, il va vérifier le sens de telle ou telle règle. Et les règles n'ont de sens que si elles sont articulées, je reviens à ce qu'on a dit ce matin aussi, à une loi humanisante qui comporte des interdits fondamentaux, hein, donc le meurtre, l'inceste et le cannibalisme. Ainsi, si les limites et les règles sont édictées comme ouvrant la possibilité à reconnaître l'autre comme différent, le respecter et se reconnaître soi, c'est ça des règles, des limites humanisantes. Et les paroles qui accompagnent vos actes vont permettre alors à l'enfant de découvrir ce qu'est le lien social. Donc si ces paroles fonctionnent hors du droit, de la justice ou de la parole, dans l'arbitraire, dans la jouissance du tout pouvoir, on a des exemples, hein, ça peut devenir en fait ce que moi j'appelle des clôtures électriques, des barbelés, des murs de béton, où chacun s'affronte de part et d'autre. Et c'est là l'entrée dans la barbarie. On entre dans la barbarie quand il n'y a pas d'autre reconnu comme tel, un humain comme moi. Donc cela indique encore une fois de plus combien la pose d'interdits structurants est importante, combien il peut y avoir aussi de souffrances psychiques qui peuvent être masquées sous les dehors de comportements violents. En fait, ça peut être des souffrances masquées. En tout cas, ça n'a rien à voir avec un destin prédit d'avance du type les enfants agités ou mordeurs ou voleurs de cubes seront des futurs délinquants. Alors, dans les pratiques éducatives, je dirais que la première règle pour l'adulte, c'est qu'il est soumis, on l'a dit aussi, lui-même à des interdits, notamment donc celui de nuire. Il doit veiller à l'intégrité physique de l'enfant, quels que soient les sentiments qu'il éprouve envers lui. Et souvent on peut dire, on entend, celui-là je ne vais pas lancer par la fenêtre, etc. On peut le penser, mais on ne peut pas le faire. Il doit avoir aussi lui-même, pour lui-même, renoncer à des plaisirs pulsionnels archaïques qui n'ont pas pu être symbolisés ou dépassés. On en parlera peut-être, c'est toute l'histoire du bébé qu'il a été, de ce qu'il a connu lui, aimé, pas aimé, etc. Et de ce qu'il rejoue avec, parfois à son insu, hein, c'est inconscient, tout ça avec l'enfant. Donc en tout cas, ce qui est important, quand on parle de punition, on y reviendra peut-être dans le débat, il y a un excellent ouvrage qui vient de sortir là, après un colloque à Spirale, qui s'appelle « Punir bébé », remarquable. Donc en tout cas, on ne doit pas être dans la jouissance du punir quand l'autre ne fait pas ce qu'on attend de lui. Alors bien sûr tout ça c'est pas simple et souvent l'adulte est pris dans le doute, il désespère, mais c'est pas possible, je répète, ça sert à rien, il nous nargue en plus, etc. Et c'est là qu'arrive la tentation de l'emprise ou de la rétorsion, hein, ou encore de la séduction. Hein. T'exagères, allez, fais-moi plaisir. Et c'est là, pourtant, plus que jamais, il ne faut pas lâcher l'enfant. Lui, il cherche, il interroge. Donc éduquer, c'est pas nouveau, c'est éprouvant. Et éduquer, d'ailleurs, littéralement, signifie conduire vers, en dehors, l'autre, le monde.
Donc, éduquer, il faut apprendre à se séparer, il faut vivre le manque. Quand on entend des mères qui disent « cet enfant est tout pour moi », ça interroge. Et c'est là qu'on revient à la question de la place, ou plutôt de la fonction d'un père. Le père, c'est un peu comme un pont, un père, c'est celui qui sépare, mais qui unit aussi, hein, qui vient, voilà. Et c'est ça qui fait grandir. Hein. C'est pas un face-à-face entre deux personnes, c'est parce qu'effectivement, il y a du tiers et l'ouverture à autre chose, mais dans la séparation. En fait, le travail d'éducation n'a de sens que parce qu'il s'inscrit dans un projet à long terme. Hein, pendant la pause repas, on parlait, mais ça ne s'arrête jamais. Il y a le bébé, après il y a l'adolescent, après bon. Hein. C'est un travail à long terme, celui de l'accompagnement d'un enfant dans son devenir. Et, j'insiste bien sûr, mais vous le savez, il n'y a pas de recette magique, ni de méthode infaillible. Alors, quant à l'autorité, j'ai encore un peu de temps. 5 minutes. Quand on parle d'autorité, donc effectivement, de quelle autorité on parle? Donc, on a commencé à en parler ce matin. Dans le mot autorité, il y a le mot auteur. Auteur de paroles, auteur d'actes qui soutiennent, qui encadrent. Vous avez remarqué souvent comment les enfants cherchent le regard ou l'assentiment de l'adulte quand ils font quelque chose ou ont peur de se lancer dans quelque chose ou ils croient que c'est interdit. Ils vont chercher le regard. En fait, ils cherchent une autorisation quelque part, une autorisation pour votre autorité. Et quand on dit à un enfant, par exemple, non, t'es pas un petit chien, quelquefois il faut un peu d'humour aussi, adresser à un enfant qui a mordu un autre, ça lui indique qu'il fait partie de l'espèce humaine. Et on s'adresse à l'idéal du moi de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant, il veut être un homme finalement, hein, avec des... Et donc l'enfant souvent ravi répète, moi je les voyais, les petits, il disait « Ah non, pas petit chien, pas petit chien ». Donc il a compris le message. Et en fait, voilà, une contrainte, une remarque ou même une admonestation hein, qui sont nécessaires, hein, ça peut être narcissisant, c'est pas forcément humiliant, hein, accompagné de « Ah, t'es méchant » ou menaçante, on va te couper le bras, tu vas voir, je sais pas quoi. Bon. Donc, effectivement, si on invoque des rétorsions tout le temps, on risque fort de mutiler la pensée, c'est-à-dire, en fait, l'enfant ne s'autorisera pas à penser quoi que ce soit de ce qu'il est en train de faire, il va se soumettre. Et pour moi, la seule répression, en tout cas, c'est pas éducatif, parce que la base, c'est la peur et la soumission. C'est le contraire même de l'éducation. Donc, les pratiques éducatives ne doivent pas laisser non plus l'enfant aux prises avec ses pulsions et ses affects. On a vu combien ça pouvait être quand même fort. Et sinon, effectivement, je vais prendre un peu d'eau parce qu'il fait chaud. Sinon, on vient au règne de l'enfant tyran, enfin l'enfant roi. On en a parlé aussi ce matin. Un enfant roi supposé savoir tout et avoir pouvoir sur les autres. Mais c'est une aberration, c'est le renversement de l'ordre générationnel. C'est un contresens, en fait. L'enfant, il a besoin de vérifier que sa propre violence, sa destructivité, hein, peuvent être contenues par l'adulte. L'adulte qui n'en serait pas détruit pour autant, en tout cas même s'il peut être affecté, hein, c'est pas toujours évident, mais il n'est pas détruit parce que l'enfant a des pulsions destructrices. Souvent je me suis dit que les enfants qui n'ont pas rencontré d'autorisation bienveillante ni de limites suffisantes sont en fait des enfants aliénés, sans autonomie propre. Ils n'ont pas d'autonomie, ces enfants. Ils croient être libres au-dessus de tout, hein, au-dessus des lois, etc. Et en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas connu ou pu intégrer ce processus d'humanisation finalement respectueux de leur personne et de leur avenir. Je pense aussi à des enfants casse-cou. Je me suis souvent demandé, là, ceux qui se mettent tout le temps en danger, peut-être ce sont des enfants aussi qui n'ont peut-être pas suffisamment rencontré ce regard bienveillant qui autorise sans empêcher d'emblée. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser se mettre l'enfant en danger, hein. Mais l'exemple du toboggan, par exemple, un enfant essaye son escalade, on peut être à côté de lui avec un regard attentif, présent, et il fait son expérimentation. Si d'emblée on l'empêche de monter à ce toboggan, il ne va pas savoir, il ne saura jamais. Et il faut qu'il expérimente dans un climat de sécurité. Donc après, il ne sera pas tenté d'aller prendre le toboggan qui fait trois étages dans la cour publique.
Et souvent, ces enfants-là, d'ailleurs, sollicitent sans cesse, ils ne sont pas autonomes du tout, ils sont dépendants, ils n'arrêtent pas de chercher le regard, la sollicitation des adultes, vous en connaissez. Voilà, puis dernière chose, j'insiste aussi là-dessus, la relation éducative n'est pas une relation symétrique. Il y a l'adulte, il y a l'enfant. Si l'adulte se met en position symétrique de l'enfant, il devient ou complice, t'es mon pote, bon, ou bien rival, je t'aime plus. La relation éducative est celle qui permet à l'enfant de se tenir debout, d'exercer sa liberté de manière éthique. C'est-à-dire, on dit au nom de la loi, je vous arrête. Ben, l'enfant pourra se dire un jour, au nom de la loi, je m'arrête là. Mais pour cela, il doit pouvoir donc effectivement rencontrer des adultes capables de se mettre à sa hauteur. Donc ainsi, à chaque débordement, il faudrait pouvoir prendre le temps. C'est pas toujours facile, mais bon, pouvoir prendre un temps pour parler un peu personnellement à l'enfant, en lui offrant un contact, une main, des bras, le contenir sans contention, lui proposer je pense en crèche, une médiation des jeux, un livre, pour dépasser un conflit, par exemple, face à face avec un autre, ou bien chercher des alternatives. Il faut inventer des choses qui soient respectueuses de lui et qui maintiennent aussi à la cohésion du groupe, j'ai envie de dire. Hein. C'est important, là, vous êtes plusieurs à travailler en institution, je connais bien. Donc, par exemple, un enfant qui se met à tout jeter les aliments partout, bon, il va être grondé, mais à un moment, on va peut-être mettre une table à part avec un adulte à côté, et puis il va se sentir plus contenu. Et puis très vite, les jets d'aliments s'arrêtent et il revient dans le groupe et il est ravi et tout se passe bien. Ou alors un lit quand l'enfant ne veut pas dormir et qui fait le chantier dans le dortoir, bon, ben, on prévoit un lit, mais pas dans le couloir, pas à l'autre bout, près d'un adulte, et il se sent pareil, protégé, et voilà. En tout cas, dans tout ça, on l'a un peu déjà dit ce matin, il ne s'agit pas de se perdre dans des justifications, d'en plus finir. Je crois que c'est toujours une posture, une façon de dire à l'enfant qu'on est là pour le protéger, mais qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Voilà. Donc tout ce cadrage physique, matériel, étant accompagné donc de paroles, hein, c'est l'un et l'autre, finalement, c'est avec tout ça que l'enfant ça va prendre sens progressivement pour lui. C'est long, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. En tout cas, ce n'est pas une punition, la punition au sens d'exclusion. Hein. On pourrait parler de la punition, mais des punitions, il faut des punitions, mais des punitions qui permettent de réfléchir, pas des punitions exclusion. Souvent, les enfants ne les comprennent pas. Mais en tout cas, il peut entendre qu'il y a un espace offert pour lui, pour se ressourcer, se retrouver lui-même et revenir ensuite parmi les autres. Donc, individualiser au maximum des espaces et des réponses. Ça, je crois que c'est vraiment un grand travail dans nos lieux petite enfance, hein, où ils sont de plus en plus nombreux, l'école, vous allez pouvoir en parler. Et donc, vraiment, il faut inventer des choses pour préserver tout ça. En tout cas, ne pas céder forcément à la lassitude ou au sentiment d'impuissance, hein, c'est difficile aussi. Je pense aussi le soir dans les crèches, comment l'excitation monte entre les enfants, et dans ces cas-là, c'est un peu difficile d'avoir une attention prévenante pour l'enfant quand on est tout seul avec cet enfant. Hein. Et puis je pense aux parents aussi, bien sûr, qui peuvent être isolés, sans contacts familiaux ou amicaux suffisamment étayants, avec des conditions de travail de plus en plus difficiles, etc. Donc toujours dans tout ça, c'est important de ne pas rester seul, en tout cas, avec ces questions. Je pense qu'il y a des lieux maintenant de plus en plus ouverts aux parents pour pouvoir parler, des réunions dans les lieux petite enfance où les professionnels puissent parler de leurs questions, etc. Ce maillage comme ça qui va aider un petit peu à analyser, à essayer de comprendre un peu ce qui est en jeu, les ressentis, etc. et arriver à les dépasser. Voilà. J'ai terminé, voilà. Je voulais juste citer Sylviane Giampineau une fois de plus, en disant que notre société mondialisée perd de vue les fragilités inhérentes à l'humain, dont les enfants présentifient vraiment cette fragilité-là. Avec toute la valorisation de la performance, de la sacrée... Non, je vais passer parce que... oui, elle dit « Domestiquer, ce n'est pas l'humanisation. Les limites, alors pour ça peut faire débat. Les limites, ça ne s'apprend pas. C'est le cadre qui en définit les données.
Les interdits s'intériorisent s'ils sont acceptables et les frustrations ne se supportent pas, elles se dépassent. Et en fait, derrière toutes les injonctions en guise de contention comportementale, il s'agit de traquer l'agressivité, d'installer une obéissance, mais une obéissance soumise. Donc il est juste d'amener les enfants à apaiser leurs impulsions, non pas pour les étouffer, mais pour y substituer la parole, le jeu et la création. Et elle finit par, elle dit aussi, plus on va coacher les parents, parce que le mot coach, c'est arrivé aussi dans la petite enfance, plus on voudra faire plier les enfants, et plus on fabriquera des rencontres entre l'enfant et l'illusion de toute puissance. Donc justement, il doit s'extraire pour prendre ses appuis et grandir. Robin, Isabelle, qui est institutrice depuis 30 ans, avec une expérience allant de la petite section de maternelle au CM2. Actuellement, vous exercez dans une classe accueillant 23 enfants âgés de 2 à 3 ans, ce qui n'est pas rien, dans une école située en zone d'éducation prioritaire. Et vous pratiquez la pédagogie institutionnelle depuis 25 ans. Vous avez relaté votre expérience d'ailleurs dans un livre, La pédagogie institutionnelle en maternelle, paru en 2011. Donc vous pourrez ensuite nous éclairer sur ce que c'est que la pédagogie institutionnelle. Donc cette année, j'ai 23 petits sauvages à humaniser. 9 enfants de 2 ans et 14 enfants de 3 ans. Donc je travaille en pédagogie institutionnelle, donc très rapidement je vais vous poser le cadre pour que vous compreniez après ce que je vais dire. Donc qu'est-ce que c'est la classe en pédagogie institutionnelle? C'est d'abord un lieu avec une organisation coopérative autour de vraies tâches, avec des repères, des lois, des règles. C'est un lieu vivant où les échanges sont possibles. D'ordinaire, c'est la blouse et les programmes qui protègent l'enseignant. Dans la classe coopérative institutionnalisée, les enfants et moi sommes protégés par le dispositif institutionnel. Donc, qu'est-ce que c'est que ce dispositif? Pour faire très bref, ce sont les techniques Freinet, c'est-à-dire, vous avez peut-être entendu parler du journal, de la correspondance scolaire, de l'imprimerie, qui permettent des médiations. Et d'autre part, il y a des lieux de parole et des institutions. Donc, parmi ces lieux de parole et ces institutions, je n'en citerai que quelques-unes. Donc, les équipes, les métiers, chaque enfant a, parfois on appelle ça des responsabilités, mais ce n'est pas tout à fait ça, hein, avec un rôle dans la classe et un statut. Il y a le quad neuf, où l'enfant peut parler de ce qu'il veut, et il y a un conseil. Donc ce dispositif, où la sécurité s'installe au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure des années, parce que j'essaye dans la mesure du possible de garder les enfants au moins 2 ans, me permet de travailler avec ce que je suis, d'accueillir l'autre comme il est, d'accueillir l'enfant dans sa singularité. Donc parmi les lieux de parole que je vous citais, il y a le conseil où les règles s'élaborent. Le conseil qui fait la loi à tous, même à la maîtresse. Et la maîtresse est garante de la loi. Donc moi je vais aller dans le concret, je vais vous parler de quelques situations qui amènent à poser des interdits dans la classe. Mais ce sont des interdits qui posent des possibles. Si les enfants sont submergés par les interdits, rien n'est plus possible. Donc entre le tout est interdit qui empêche de vivre et le tout laisser faire qui insécurise et qui laisse croire qu'on peut tout faire, il existe des interdits qui posent des limites et qui ouvrent des possibles. Non, tu ne peux pas faire ça, mais tu peux faire ça. Donc dans la classe, à part la loi « je ne me moque pas »,
qui correspond à l'interdit du meurtre, on peut tuer avec des mots. Les interdits sont posés de manière positive. Par exemple, je demande la parole. Il est interdit de parler quand on a envie, à tort et à travers. La forme affirmative ouvre des possibles et est différente de l'interdit « tais-toi ». Si tu veux parler, tu demandes la parole. Il est possible de parler. Je voudrais vous parler des doudous aussi. Parce qu'à 2 et 3 ans, on a encore un doudou. Donc le passage de la maison à l'école maternelle est souvent compliqué pour les petits de 2 et 3 ans. Donc le doudou est un objet traditionnel important et qui est très présent en début d'année. Donc voilà la règle que nous avons élaborée ensemble. J'essaie de mettre le doudou dans la caisse à doudou pendant le quad neuf et pendant les ateliers. Donc le doudou est autorisé, mais des limites sont posées. Parce que les enfants qui sont accrochés à leur doudou, qui sont avec leur doudou, ils sont dans leur sphère et ils ne sont pas avec les autres. Donc l'enfant essaie de se séparer de son doudou. C'est un interdit relatif. Il essaie. Puis l'enfant grandit et il a de moins en moins besoin du doudou. Par exemple, là, on est début décembre. Aucun enfant n'a plus son doudou au quad neuf ou pendant les ateliers. Par contre, dès qu'il y a les moments de jeu, il y a 5 enfants qui vont systématiquement prendre leur doudou et ils vont jouer avec leur doudou. Madame, ma foi, pourquoi pas? Et à l'heure actuelle, là, début décembre, il y a 3 enfants qui, le matin quand ils arrivent, n'ont même plus besoin du doudou dans la classe, ils vont le mettre directement dans le lit. Voilà, donc ça n'est pas un interdit massif et cette règle ouvre des possibles. La possibilité de découverte et d'apprentissage pendant les ateliers. La règle du au revoir, j'aurais peut-être dû commencer par celle-là. Donc les parents rentrent dans la classe, ils accompagnent leur enfant dans la classe et il faut bien qu'à un moment, le papa, la maman, la mamie, la nounou partent de la classe. Donc voilà la règle que nous avons. Je raccompagne, la règle qui est écrite comme ceci dans le cahier de règles. Je raccompagne mon papa, ma maman, ma nounou, ma mamie, mon papy à la porte de la classe le matin et je lui dis au revoir. Donc la règle est d'une part positive et d'autre part elle est dans le corporel. L'enfant il est acteur de la séparation d'avec son parent. Il est acteur d'un possible qui s'ouvre, être avec d'autres enfants, grandir. Donc c'est un travail de séparation. La règle aide l'enfant, mais aide aussi les parents, qui eux font comme ils peuvent. Je ne vais pas vous donner énormément d'exemples, mais je vais vous en donner encore un petit peut-être. On ne se bat pas. Alors celle-là, elle est négative. Donc cette règle interdit le passage à l'acte et ouvre à la parole. Je ne me bats pas, ça veut dire je me plains, je critique au conseil. On parle de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. C'est structurant et ça fait grandir. On passe par les mots. C'est là où on revoit la définition du mot interdire, dire entre les personnes. Voilà. Donc on passe par les mots et on n'est plus le petit animal qui mord, qui tape, etc. On parle au conseil. Alors on en a une autre, c'est on s'assoit sur les bancs. Ça fait référence un peu à l'exemple de la table dont vous parliez. Donc la règle a été décidée au conseil. Donc on a discuté, un banc, c'est fait pourquoi, etc. Donc on s'assoit sur les bancs. Mais certains enfants montent toujours sur les bancs. C'est pas parce qu'on va dire la règle que c'est magique et puis ça y est, ils ont compris. Non, non. Donc par exemple, Mathis, il monte une première fois sur les bancs. Mathis, quelle est la règle? On s'assoit sur les bancs. Bon, bah descends et tu t'assois. Bon, il s'assoit. Puis il recommence. Je ne lâche pas. Mathis, quelle est la règle?
On s'assoit sur les bancs. Il descend, il s'assoit. Il recommence. Trompé. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il veut montrer qu'il est le plus fort. Hein? Donc il s'agit ici de le limiter dans sa toute-puissance imaginaire. Hein? Plusieurs personnes en ont parlé. Et donc la règle ici lui ouvre un possible dans son humanité. Elle le structure, elle le limite. L'humain ne peut pas tout faire. Et toute sa vie, il aura à faire avec cette réalité. On met l'éponge au milieu de la table si on n'en a pas besoin. Alors cette règle-là, elle est venue parce qu'on a 8 ardoises, mais on a seulement 3 éponges. Bon, donc on en a discuté, et donc la règle a été, on met l'éponge au milieu de la table. Donc ça aussi, c'est un interdit qui structure. On apprend l'attention aux autres, on apprend à partager. Et là aussi, l'enfant, il est acteur. Il remet l'éponge au milieu. Il n'est pas dans la soumission. Alors, j'ai travaillé en maternelle en petite section, moyenne section, grande section. Alors, c'est vrai qu'en moyenne section et en grande section, il y a 2 conseils par semaine, et on parle, donc on se réunit tous ensemble, et on parle de ce qui va et de ce qui ne va pas dans la classe. Donc, quand il y a un problème, on parle, on essaye de résoudre le problème, et au fur et à mesure, il y a des propositions qui naissent et des propositions de règles. Avec des petits de 2 et 3 ans, cette année, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a quand même un conseil, un seul par semaine, où on redit les règles, où on parle de la classe, où on parle des métiers, etc. Mais là, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on fait des conseils, j'ai envie de dire, sur le tas. Parce que les petits de 2 et 3 ans, ils sont dans l'instant. Et il faut leur faire remarquer un problème sur le tas. Donc, la semaine dernière, on avait des Legos partout dans la classe. Donc, il y a les filles qui étaient au coin poupée, enfin des filles et des garçons d'ailleurs, qui étaient au coin poupée et qui râlaient parce qu'il y en avait un qui avait fait une route en Lego jusque dans le coin poupée. Les filles ont cassé la route de Lego, donc du coup, le petit Dylan, il pignait, il commençait à taper sur les filles et tout. Alors là, j'ai dit stop, on arrête de jouer. Alors ils savent, quand c'est stop, on arrête de jouer, ou stop, on arrête de travailler. Ils s'arrêtent tous, puis je dis, ben là, regardez, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Dylan, ouais, ben maman, ils ont caché une route, gna gna, bien là là, et puis comme ça, une poupée, route, gna. Bon, alors moi je traduis. Bon, t'as fait une route du coin Lego au coin poupée. D'accord. Nora, qu'est-ce qui se passe? Eh ben nous, on ne peut pas mettre le lit là parce que la route, elle nous gêne, etc. Bon, alors je dis, comment on fait? Bon, et puis il y a les enfants maintenant, ça y est, là, il y en a que j'ai depuis une année, les 3 ans, je les ai depuis une année, donc ils commencent à proposer des choses. Donc il y en a un qui dit, le Dylan en question, là, qui faisait les routes dans le coin poupée, et ben lui, il poussait tout. On pousse. Alors il poussait le coin poupée carrément presque dans la cour. Bon, et qui a une autre proposition? Et puis bon, il y a eu plusieurs propositions, et finalement, après discussion, alors effectivement, avec des 2 ans et des 3 ans, faut pas rêver, j'aide. Donc j'ai proposé, nous avons un grand tapis dans la classe, j'ai proposé, on joue au Lego sur le tapis. Bon, la règle a été adoptée. Voilà, donc nous avons une nouvelle règle, on joue au Lego sur le tapis. J'essaye de suivre les enfants 1 année, 2 années, parfois 3. Il y a eu des fois où j'ai eu la moyenne section, grande section, j'ai eu aussi le CP dans l'école, donc ils peuvent avoir cette pédagogie à différents moments, mais je suis la seule dans l'école à pratiquer cette pédagogie. D'accord ? Donc, quand je sais que les enfants vont dans une autre classe, je ferme toutes les institutions. Je leur dis, l'année prochaine, vous n'aurez pas de quoi de neuf. L'année prochaine, vous n'aurez pas de conseils, etc. Mais ce sera bien. Ce sera autrement et ce sera bien. Et la deuxième question... Ah oui, un enfant en situation de handicap. Oui, alors, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des enfants en situation de handicap, que ce soit handicap moteur ou handicap psychologique ou déficient intellectuel. Alors là, il faudrait que je fasse un exposé sur la pédagogie institutionnelle, mais en fait, il y a des niveaux en comportement, des niveaux dans les apprentissages. Et donc en comportement, on peut être petit dans sa tête, moyen dans sa tête ou grand dans sa tête.
Et donc l'enfant en situation de handicap, ça dépend quel handicap il a. Hein, si c'est un handicap moteur, il peut très bien être grand dans sa tête. Bon, il sera petit en sport parce qu'il ne pourra pas faire telle ou telle chose. Mais en fait, il faut aussi prendre les enfants au niveau où ils en sont, quoi. Parce qu'une règle peut être modulée en fonction de l'âge psychologique de l'enfant. Mais c'est tout un système complexe. On ne peut pas mettre qu'un conseil, par exemple, dans une classe. Si on n'a pas les métiers, si on n'a pas un journal, si on n'a pas, si on travaille pas en atelier, tout ça, ça fournit la vie de la classe et c'est tout un système, quoi. Il ne s'agit pas de mettre qu'un conseil qui gérerait que les disputes entre enfants. Non, le conseil, il gère les responsabilités qu'on donne aux enfants. Il y en a un le soir qui va distribuer les doudous, il y en a un qui va effacer le tableau, il y en a un qui va ranger les cartes de présence, etc. Et il peut y avoir des problèmes. Ou alors celui qui arrose les plantes, il y en a un qui arrose les plantes, il nous a noyé les plantes. Bon, bah, il a bien fallu faire une règle, donc il arrose le lundi. Bon, donc, le conseil, il ne doit pas gérer que des conflits, quoi. Il doit y avoir une vie de classe, le milieu doit être vivant, il doit y avoir plein de choses de fait. Par exemple, la semaine dernière, on a eu un lapin à l'école. Bon, bah, le lapin à l'école, on discute de sa venue au conseil avant. Alors, un lapin à l'école, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il y en a un qui m'a dit, on lui tire pas les oreilles. Bon, adopté, tout le monde est d'accord, on tire pas les oreilles. Ils lèvent tous la main. Bon, alors je note sur le cahier de conseil, on ne tire pas les oreilles du lapin. Puis après, il y a un petit qui dit, on ne tire pas la queue. Qui est d'accord? Tout le monde était d'accord. Alors on a, dans le cahier de conseil, on ne tire pas les oreilles du lapin, on ne tire pas la queue, on ne tire pas les poils, et puis on est arrivé à, on le caresse. Voilà, alors on avait tout bon. Et puis après, il y a eu des règles, le lapin était dans une cage, il n'y avait pas le droit de toucher la cage sans autorisation, etc. Donc tout ça se prépare, tout ça se gère, mais vous voyez qu'il faut un milieu vivant, quoi. Il ne s'agit pas de mettre qu'un conseil pour gérer rien du tout, quoi, que les conflits entre enfants. Mais moi, je ne fais pas de prosélytisme. Les gens, en France, on a des instructions officielles, et après, on utilise la pédagogie qu'on veut. Donc... moi, cette pédagogie me convient. Il y a d'autres personnes qui utilisent la pédagogie Freinet, Montessori, etc. Il faut que ça convienne aux gens. On ne peut pas imposer ces pédagogies-là. C'est que quand on pose des règles, moi je vais parler dans le cadre de l'école, il ne faut pas se faire d'illusions. Pour des petits entre 2 et 6 ans, mais même après, j'ai longtemps travaillé au CM2 et à l'école élémentaire. C'est pas parce qu'on va poser une règle qu'on n'aura plus le problème. Il va y avoir transgression de la règle. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors la pédagogie institutionnelle a trouvé une solution qui n'est pas la solution. Hein. Chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ce problème-là, c'est que quand il y a une règle qui est transgressée, il faut qu'il se passe quelque chose après. Autrement, c'est pas la peine d'avoir des règles. Enfin, moi j'ai suivi une formation, d'abord un premier stage, puis un deuxième. Maintenant je forme les gens, mais ça ne s'invente pas. C'est pas seulement en lisant un livre, il faut donc avoir de la formation. Il faut aussi, je ne sais plus qui en parlait, moi je ne suis pas toute seule à faire ça. Je rencontre aussi d'autres enseignants qui pratiquent cette méthode-là et on en parle. Parce que là, je vous présente, tout est mirobolant, mais moi aussi j'ai des problèmes dans ma classe. Donc des fois, je me dis mince, mais là ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a aussi un groupe d'analyse de pratique qui va avec cette pédagogie, quoi. On ne peut pas faire cette pédagogie tout seul. Dans la classe, il existe une monnaie qui s'appelle le point. Donc les enfants sont payés quand ils travaillent. Ils travaillent selon leur niveau. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre l'exemple du CP. Tout le monde sait qu'on n'écrit pas, puis on retransposera après à la maternelle. Donc, par exemple, au CP, tout le monde n'apprend pas à lire
au bout de 1 mois et 3 jours. Donc au bout de 1 mois et 3 jours, il y a des enfants qui vont savoir lire, il y en a d'autres qui vont pouvoir lire quelques mots, puis il y en a d'autres, ben, les mots c'est encore des hiéroglyphes. Donc je paye une lecture en fonction du niveau de l'élève. Un élève qui sait lire, il faudra qu'il lise une page pour avoir 2 points. Un élève qui sait lire quelques mots, madame, il découvrira dans la page, je sais pas, 6 mots, 7 mots, il aura 2 points. Et celui pour qui la lecture c'est encore des hiéroglyphes, bah, il faudra peut-être qu'il me dise, qu'il reconnaisse 4, 5 lettres, 6 lettres, il sera payé 2 points. La même chose que celui qui a lu une page entière. Donc quand on établit des règles ensemble, si vous demandez à des élèves de CP ou de CE1 ou de CM si on transgresse la règle, qu'est-ce qui se passe? Ils vont vous dire, on va au coin, on fait un exercice de grammaire, on fait des lignes, etc. Donc en fait, dans la classe, quand on transgresse une règle, on paye 2 points. C'est l'équivalent d'un exercice. On paye 2 points et on n'en parle plus. Tu montes sur le banc, tu payes 2 points. Tu recommences, tu payes 2 points. Tu recommences, tu payes 2 points. Et le lendemain, quand il arrive, je ne lui dis pas « Mathis, tu te méfies, tu sais bien, on a la règle, il ne faut pas monter sur le banc. » Il n'y a pas de chantage affectif. Il n'y a pas cette relation duel-là, qui n'est pas forcément, qui est en général pas bonne, enfin la psychologue nous le confirmera peut-être. Donc on paye 2 points, on est lavé, on passe à autre chose. Ils remontent sur le banc, madame il paye 2 et puis basta. Donc avec leurs points, ils peuvent payer leurs amendes et quand il leur reste des points, à la fin de la semaine, il y a un marché. Ils achètent ce qu'ils veulent. Donc c'est une monnaie et c'est une monnaie qui a cours sur le territoire de la classe. Le dollar a cours sur le territoire des États-Unis, l'euro sur l'Europe, le yen au Japon. Ben, là, chez moi, c'est le point. Je vous fais remarquer que c'est ni un bon point ni un mauvais point. C'est un point. Quand il n'a plus de points, ah oui, il continue à transgresser les règles. Hein, ben, ça s'appelle des dettes. Entre parenthèses, parce que c'est rigolo, mais on a tous les phénomènes de monnaie d'une société. On a le vol, on a enfin plein de choses, quoi, hein. Donc qui est expliqué au conseil. Si par exemple un enfant a une amende et qu'il n'est pas d'accord, parce que des fois, il y a des gêneurs, un gêneur une fois, un gêneur 2 fois, allez, tu payes 1 point d'amende. Puis en fait, je me suis trompée, c'est pas le bon gêneur. Il y a toujours le recours du conseil. Il peut toujours se plaindre au conseil en disant, moi j'ai payé 1 point l'autre jour, mais c'était pas moi qui gênais, et il s'explique, on s'explique, puis bon, bah, on voit la situation, est-ce qu'on rend son point, ou finalement si, il a quand même gêné, et le point, alors, on ne donne pas le point à la maîtresse, on a gêné la classe, donc le point va dans la banque de la classe, hein. C'est pas ce collage avec la maîtresse. Et il y a des choses qui ne sont pas payées, tout ce qui est plaisir, le jeu, l'art, le sport, ou alors tout ce qui est payé par retour. Quand on écrit une lettre au correspondant, je ne paye pas la lettre au correspondant, alors que je vais payer d'autres écritures. Mais la lettre au correspondant n'est pas payée parce que le correspondant, en retour, va nous envoyer une lettre. Le point, c'est vraiment un échange, ouais. On a une règle, on s'assoit sur le banc. Il monte sur le banc. Il transgresse la règle. Il paye 1 point. Et puis on n'en parle plus. Mais il peut remonter s'il veut, mais il va à nouveau payer. Au bout d'un moment, il ne remonte plus sur le banc, hein. Effectivement, il paye 1 point quand s'il monte sur le banc et qu'il ne s'assoit pas sur le banc. Mais il va intégrer la règle. Hein. Au bout d'un moment, il ne montera plus sur le banc. Et je ne le punis pas, je ne le mets pas au coin, je ne lui fais pas de chantage affectif en lui disant « tu sais bien qu'il ne faut pas monter sur le banc et tout ». Je sais qu'il connaît la règle, je sais qu'il l'a comprise. Alors il fait quoi là? Il exerce sa toute puissance, puis il veut me mener à bout, et puis je vais en avoir tellement marre, parce que j'en ai quand même 22 autres, j'en ai tellement marre que c'est limite si je vais m'énerver, si je fais quoi? Non, ah je m'énerve pas, il monte 1 point, il remonte 1 point d'amende. Ils comprennent au bout d'un moment, parce qu'en plus ils connaissent la règle. Ils sont payés selon leur niveau et selon l'effort qu'ils fournissent.
Chacun travaille à son niveau et à son rythme. Tous les enfants ne marchent pas à 10 mois. Il y en a qui vont marcher à 24 mois. Donc il faut respecter les rythmes des enfants. Pourtant, ils vont tous courir à 5 ans. Donc ils vont tous apprendre à lire à un moment ou à un autre. Mais tout le monde n'apprendra pas à lire à 6 mois, à 6 ans et 2 mois. Non mais il faut bien rembourser la dette au bout d'un moment. Hein. Donc ou il travaille, il paye ses dettes, ou il comprend les règles qui sont élaborées en commun. Ce n'est pas des règles qui viennent d'en haut. Ou alors on peut aussi le mettre au travail forcé, obligatoire et payé. Ah mais c'est pas bien. Il va bien falloir, mais... Et puis, bon, on a tout... Si vous voulez, ça fait partie de tout un système. Et on a aussi un système de couleur en comportement qui fait que, comme dans les apprentissages, tous les enfants n'apprennent pas à lire à 6 ans et 2 mois, tous les enfants ne se comportent pas de la même manière à 6 ans. Donc il y en a qui sont petits dans leur tête, il y en a qui sont grands dans leur tête. Le petit, on sait bien qu'il va transgresser plein de règles. Donc en fait, il va avoir des amendes un peu moins fortes que celui qui a plein de responsabilités dans la classe, etc. et qui lui connaît les règles, qui est capable de les respecter. C'est tout un système avec plein d'institutions, avec plein de techniques. On ne peut pas, comme tout à l'heure je disais, on ne peut pas seulement prendre le conseil dans la classe, on ne peut pas seulement prendre la monnaie. C'est un ensemble, oui. S'il y a un conseil dans la classe, il se plaint au conseil, on en parle, et celui qui a tapé paye 2 points. Ou autre, enfin on voit selon le cas ce qui se passe. Il se passe quelque chose. On peut aussi apprendre que machin a tapé truc, parce que truc l'a d'abord embêté. Ah, il y a des fois, mais au moins ça passe par la parole, et on essaie de voir ce qu'il en est là. Qu'est-ce qui se passe? Un des objectifs dans nos classes, c'est d'apprendre à lire, écrire, compter et grandir. Et en fait, les enfants veulent grandir. On s'aperçoit très vite qu'ils veulent grandir, qu'ils veulent avoir des responsabilités, qu'ils veulent avoir des métiers. Donc celui qui gêne, celui qui transgresse les règles, il ne peut pas faire une présidence de quoi de neuf ou une présidence de conseil, etc. Donc ça, c'est les grands de la classe qui font ça. Donc c'est pour ça que c'est tout un système et il ne s'agit pas d'en prendre des petits bouts. C'est pour ça que je ne me lançais pas trop à vous expliquer ça parce que... Hein. Mais l'idée c'est quand même que les enfants ont envie de grandir. Et ils voient les droits que ça leur ouvre à grandir. Madame Laetitia Sounier, éducatrice de jeunes enfants, présidente de l'association Totochamp, créée en 2012 et dont l'objet est d'accompagner le lien parent-enfant avec la mise en place de diverses actions comme la communication bienveillante tournée vers l'adulte et l'enfant. Vous avez suivi une formation d'animation des ateliers de parents Faber et Maslich. Cela consiste en quoi? Bonjour à tous. Donc, moi je suis éducatrice de jeunes enfants et donc dans mon métier j'ai accompagné l'enfant et le parent dans ses plus jeunes années et dans mon positionnement professionnel j'ai réfléchi à l'impact de la parole qu'a un adulte auprès de l'enfant et donc je me suis renseignée à ce qui pouvait exister en termes de communication bienveillante et donc j'ai découvert ce qu'étaient les ateliers de parents Faber et Maslich. Donc les ateliers de parents Faber et Maslich, donc Faber et Maslich sont 2 mamans américaines qui ont assisté durant 10 années à des ateliers de guidance parentale animés par le docteur M. Guinot, qui est un psychologue pour enfants. Et lors de ces ateliers, en fait, pendant des années, ils ont échangé sur les modes de communication qu'on pouvait avoir avec un enfant et l'impact que cette communication pouvait avoir sur cet enfant-là. De là, elles ont écrit un livre qui s'appelle « Parents épanouis, enfants épanouis » et de là, on s'en tirait des ateliers de parents. Donc les ateliers de parents regroupent des parents et des adultes qui désirent améliorer leur communication avec les enfants. C'est une approche lucide, sensible, respectueuse des enfants, et qui diminue le stress et augmente la gratification, tant pour l'adulte que pour l'enfant. Donc en aucun cas ces ateliers ne proposent des modèles éducatifs. On met en avant l'importance de prendre en considération les sentiments de l'enfant, d'opter pour la coopération, de développer l'estime de soi. Il n'y a pas de recette miracle, il y a juste des pistes de travail pour agir autrement.
Donc là, je vais essayer de vous faire part de ce qui se passe quand on aborde le thème de l'interdit et de la punition lors de ces ateliers. C'est vrai que dès qu'on parle de règles et de limites aux parents, rapidement vient le mot mais oui, il faut gérer les colères des enfants et c'est ce qui fait peur aux parents. Et comme on l'a vu ce matin, un enfant, dans son développement, il a tout ce côté pulsionnel. J'ai envie de frapper, je frappe. Ce côté plaisir, ce que je veux, je le veux maintenant. Et de toute puissance, je suis un peu le roi. Donc pour les parents, c'est difficile à supporter pour eux. Donc c'est ce qui retourne ça. Donc ça les met dans deux états. Soit ils sont... Au revoir. Au revoir. Donc ça les met dans deux états, donc ils sont, soit ça monte la colère aussi en eux, soit ils sont désemparés, ils ne savent pas comment réagir face à ces colères d'enfants. Donc M. Ginott disait, donc le psychologue qui a suivi Faber et Maslich, que tous les sentiments sont légitimes, mais les comportements ne sont pas tous acceptables. Et c'est sur ce domaine-là en fait que nous on travaille dans les ateliers de parents. On explique aux parents et on essaie de travailler ensemble sur la notion de règle, parce qu'une règle est importante à poser, on l'a vu ce matin, le pourquoi. Donc on en parle ensemble, on voit pourquoi il est important de poser une règle et qu'est-ce que permet la règle. Donc là on ressort que la règle permet à l'enfant d'avoir des repères, qu'il en a besoin pour grandir, que c'est dans un cadre sécurisant où il peut grandir et que ça induit quand même des frustrations mais qu'elles permettent à l'enfant de se construire. De là, alors, on essaie de voir qu'est-ce que peut être une règle, comment on peut établir une règle. Donc, on en retient cinq principes qui sont 5 C, on en a vu un peu ce matin. Donc, la règle, elle doit être claire, c'est-à-dire qu'elle doit être compréhensible pour l'enfant et on doit se soucier de cette compréhension et de voir si l'enfant a bien compris la règle. On doit favoriser, c'est possible de favoriser en fait tout ce qui est positif, comme le disait Madame Robin. Plus dans la règle au lieu de dire ne cours pas, tu peux marcher à côté de moi, l'enfant a plus accès à ce type de langage. Ensuite, la règle doit être constante, et ça c'est le plus difficile à suivre, d'être plus constant, mais c'est pourtant le plus important. Car en fait, selon l'humeur, des fois on lâche, et donc l'enfant est perdu en fait. Donc il est important de rester ferme et de dire qu'il y a des règles qui peuvent être négociables, mais certaines règles qui ne le sont pas, elles mettent en danger la vie de l'enfant, ou autres, sur les règles qu'on a vues tout à l'heure, les valeurs. Et si l'enfant a trop de contradictions dans cette règle, il les apprendra moins vite en temps. Par contre, il est possible de pouvoir faire des exceptions. Il y a des règles qui peuvent avoir des exceptions, mais dans ce cas-là, il est important de pouvoir le notifier à l'enfant et lui dire là, c'est une exception. Par exemple, on mange à table tous les jours. Le dimanche, il est permis de manger devant la télé, mais c'est une exception. Voilà, donc là, au moins, l'enfant est au courant. La règle, elle doit être connue d'avance, c'est-à-dire que pour que l'enfant ne soit pas surpris, et qu'il sache ce qui est permis. Donc c'est de voir avec lui, dès qu'on établit une règle, de lui dire à l'avance. Elle doit être cohérente, donc on en a beaucoup parlé aussi ce matin de l'exemplarité. Si on dit à un enfant qu'il est important de manger assis et que nous on mange debout, pour lui il n'y a pas d'exemple et ça le met dans une situation un peu ambiguë. Et la cohérence est aussi par rapport à l'âge et au développement de l'enfant et faire en sorte que cette règle soit adaptée à son développement. Et le dernier C, c'est qu'elle soit conséquente, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une conséquence directe avec la règle si le comportement n'est pas adapté. Et cela rend responsable l'enfant et ça le met face à son comportement. Donc ça, c'est ce qu'on voit quand on parle de règles. Ensuite, quand on parle de punition, du coup, quand on parle de conséquences, on nous dit, alors, on ne peut pas punir, on a vu un peu là. Donc ce qui ressort dans les ateliers, c'est que moi je pose la question, c'est de savoir pourquoi on punit un enfant. Et les réponses des parents sont alors parce que je suis frustrée, fatiguée, énervée, ou sinon c'est un devoir de parents, on doit punir nos enfants, ou sinon mais comment ils vont comprendre quand ils se comportent mal si on ne les punit pas. On a parlé ce matin aussi de la pression du public. Moi quand je suis dehors, les gens, je dois punir parce que sinon je vais faire preuve de laxisme et ça ne me convient pas. Le regard des autres est important, et d'autres parents qui disent c'est la seule chose qu'ils comprennent. Donc quand on a vu ça, après je leur demande, bon d'accord, maintenant, mais quand vous étiez enfant, faites appel à l'enfant que vous avez en vous, et qu'est-ce que vous ressentiez vous quand on vous punissait?
Donc là, les parents me disent oh, bah, moi je détestais mes parents, pour moi c'était injuste, ou sinon je me sentais coupable, ou mes parents avaient raison et je le méritais de toute façon. Ou alors, carrément, bah, je me disais, ah, bah, la prochaine fois, je les aurai, je vais le faire en douce. Voilà. Donc, on voit qu'en fait, de la punition, on ressort des sentiments soit de haine, de vengeance, de défi, de culpabilité, d'indignation. Ça diminue l'estime de soi et qu'en aucun cas, il y a quand même un apprentissage derrière. La punition n'apprend qu'une chose, c'est à éviter la punition. Et Engino disait que la punition ne décourage pas l'inconduite. Elle ne fait que rendre le coupable plus prudent dans l'accomplissement de ses crimes, plus adroit à dissimuler ses traces, plus habile à éviter ce que l'on détecte. Quand un enfant est puni, il prend la résolution de devenir plus prudent, non celle de devenir plus honnête et responsable. Donc en fait, la punition, elle fait souvent taire l'enfant. Elle coupe en fait l'émotion que l'enfant est en train d'exprimer, que ce soit une colère, une tristesse, un mécontentement. Et l'enfant n'est pas entendu dans ce qu'il est en train d'exprimer. Et nous, on essaye dans les ateliers de parents de prendre en considération le sentiment de l'enfant, ce qu'il est en train de vivre en ce moment. La punition, c'est une distraction aussi, et ça n'amène pas... souvent, l'enfant pense qu'il a fait sa peine, hein, j'ai fait quelque chose, je suis puni, ben voilà, je peux le refaire parce que j'ai fini. Ça n'amène pas l'enfant à regretter et à réfléchir à la façon de réparer ce qu'il vient de faire. Donc on le prive d'être face à sa propre conduite et prendre ses responsabilités. Donc, dans nos ateliers, on essaie de mettre en place des différents moyens pour éviter la punition, essayer de ne pas arriver jusqu'à là. C'est-à-dire qu'en exprimant aussi ce que nous, en tant que parents, on ressent, mais sans attaquer la personnalité de l'enfant. C'est-à-dire que on a le droit de dire en tant que parent, là je suis furieux, je suis en colère, je n'aime pas qu'on fasse ce genre de choses. On peut aussi parler de nos attentes. Je m'attends à ce que tu fasses ceci ou à ce qu'on fasse ça quand il se passe quelque chose. On montre comment l'enfant peut redresser la situation. On peut lui offrir des choix, deux choix en général. Et quand si l'enfant transgresse la loi, on passe à l'action. Et il y a aussi une possibilité qu'on voit avec les parents, c'est la résolution de problèmes. Alors ça me faisait penser à ce que disait Madame Robin quand elle est en classe et qu'elle dit là on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Avec un enfant, en tant que parent, on lui dit là il y a un problème, ça revient sans arrêt, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ensemble pour que toi tu ailles mieux et que moi aussi j'aille mieux et qu'on arrête cela. Donc voilà, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution, c'est un travail qui se fait ensemble entre adultes et parents. On va essayer de trouver le mieux pour les deux, mais ça va être différent d'un enfant à l'autre. On n'a pas besoin de lutter l'un contre l'autre, mais de respecter les besoins de chacun. Ça donne à l'enfant la possibilité d'être acteur de ce qu'il est en train de faire. Donc j'ai parlé de conséquences, plus que de punition. Donc nous, ce qui est important dans les ateliers de parents, c'est de leur dire qu'il est important que l'enfant vive les conséquences de leur acte. Les enfants apprennent que leurs décisions et leurs comportements ont des répercussions sur eux-mêmes, mais aussi sur leur entourage. Et qu'un enfant qui se soumet par crainte de représailles n'a pas forcément compris ce qu'on est en train de lui dire. Donc les conséquences, elles peuvent être de plusieurs sortes, elles peuvent être naturelles, c'est-à-dire que c'est la vie elle-même qui va donner l'enseignement à l'enfant. Qu'est-ce qu'il arrive dans la vie normalement quand on agit ainsi? Par exemple, si tu laisses ton jouet dehors, il sera abîmé et la conséquence elle est là, on n'en achètera pas un autre. Tu as laissé ton jouet dehors, il est abîmé. Par contre, ce type de conséquences naturelles, on ne peut pas le laisser quand ça devient trop dangereux. Si tu joues avec le feu, tu vas le brûler, on ne va pas aller jusqu'à là. Mais... Donc quand c'est pas possible, la conséquence naturelle, quand c'est pas assez parlant, par exemple, un enfant, on lui dit tu te brosses pas les dents, tu auras des caries. Pour lui, c'est tellement loin que c'est pas assez direct. Donc, on trouve une conséquence qui sera en relation avec le comportement de l'enfant, toutefois qu'elle soit juste et raisonnable. Et la conséquence peut être réparatrice. L'enfant répare son erreur. L'exemple type, c'est un enfant renverse son verre, on lui tend une éponge, il l'essuie et la prochaine fois, il ira chercher l'éponge tout seul. Voilà, ou autre chose. Donc ce qui est important aussi, c'est des conséquences qu'elles soient aussi positives. C'est-à-dire que quand un enfant a respecté la règle, c'est aussi bien de l'entendre, de se l'entendre dire.
Et Filiosa disait que pour aider les enfants à grandir, mieux vaut se concentrer sur les solutions que sur les problèmes.